Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur stratégie. On voit chaque jour que dans cette émission que de plus en plus d'entreprises l'intègrent à leur raison d'être. Voici le sommaire, un film pour ouvrir cette émission, un documentaire, La face cachée des énergies vertes, diffusé ce soir sur Arte. Son réalisateur Jean-Louis Pérez est mon invité juste après ces titres. Notre débat RSE du jour porte sur la taxonomie verte. Qu'est-ce que c'est la taxonomie verte? Une évaluation du caractère plus ou moins durable des activités économiques. On verra quels sont ces critères de l'Union européenne. Et puis, dans Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Vous découvrirez Greenly. C'est une appli qui permet de mesurer notre impact carbone au quotidien. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Jean-Louis Pérez, bienvenue. Merci, merci de m'inviter. Vous êtes avec Guillaume Pitron, le co-réalisateur d'un documentaire diffusé ce soir sur Arte, 20h50, La face cachée des énergies vertes, enquête fouillée sur la transition écologique et ces énergies dont on parle tous les jours ici sur ce plateau, le solaire, l'éolien, l'électrique. Peut-être un constat général pour commencer. Pourquoi ce film? Qu'est-ce que vous avez découvert en travaillant sur ce documentaire? Ce film, d'abord, il est le prolongement d'une enquête qu'avait fait Guillaume Pitron et qui est un livre qui est en librairie depuis 3 ans, qui a un succès en librairie qui s'appelle La guerre des métaux rares. Et pourquoi ce film? Parce qu'il y avait encore d'autres choses à dire. Et puis, faisant de la télé, on sait très bien l'impact que peut avoir la télé aussi pour porter des messages. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire un film sur ce sujet majeur. C'est un sujet majeur aujourd'hui, la transition énergétique. Alors, vous n'y êtes pas opposé, parce que c'est vrai qu'on lit sur les réseaux sociaux un certain nombre de critiques sur le thème, ça y est, je sais pas, suppôt des énergies fossiles. Enfin, j'imagine bien ce qui peut être dit. Pourquoi vous êtes dans quelle démarche, Guillaume Janton, et vous, avec ce film? On n'est pas du tout opposé, on n'est pas des décroissants, on n'est pas du tout opposé à la transition énergétique. Au contraire, simplement, le constat qu'il faut faire aujourd'hui avec ce film, et puis plus on sera à le faire, mieux ce sera, c'est de dire que cette transition écologique, elle n'est pas aussi vertueuse que certains nous l'annoncent. Certains politiques qui ont besoin effectivement de décarboner les centres-villes, certains industriels qui ont besoin par ailleurs de vendre des voitures. Aujourd'hui, on nous vend une transition énergétique parfaite à tous égards. C'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, elle pollue cette transition énergétique. Et elle pollue autour de ce qu'on appelle les métaux rares. On va pas tous les citer: lithium, néodyme, cobalt, graphite. On va regarder un extrait en fait, c'est la séquence d'introduction, la séquence d'ouverture de votre film. On en regarde 40 secondes. Ça donne une bonne idée de ce qu'est la totalité de ce documentaire. Regardez. Mardi dans Théma. Les énergies vertes sont-elles vertueuses? Je ne veux pas être entraîné dans cette discussion. Elles s'imposent pourtant. Panneaux solaires ou voitures électriques, les néotechnologies carburent aux minéraux et métaux rares. Et le coût environnemental est très élevé. On fait semblant d'être propre, et en réalité on est sale. On a juste délocalisé la pollution. La transition énergétique est-elle un greenwashing? La face cachée des énergies vertes, mardi dès 20h50 dans Théma. Alors, ça c'est la bande-annonce, c'est pas l'ouverture du film. Le greenwashing, on a exporté la pollution. C'est un peu ça l'idée générale de ce film, parce que effectivement, toute cette mobilité nouvelle autour de l'électrique, elle dépend des métaux rares. Les métaux rares, ils sont dans un certain nombre de pays dans la planète, notamment la Chine. Il y a des images qui sont impressionnantes des mines de graphite et de la pollution que ça peut provoquer. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Effectivement, c'est extrêmement polluant d'extraire les métaux rares, puisque en fait, ce sont des métaux qui sont... l'extraction de ces métaux est beaucoup plus polluante que n'importe quel métal qui va être plus abondant. Donc, c'est extrêmement polluant. Il y a des zones partout dans le monde qui sont dans des états tels que décrits dans le film en Chine. Il y a la Chine, le pays dans lequel on a tourné, mais il y a d'autres pays. Et on ne se rend pas compte à quel point, effectivement, cette transition énergétique, si elle nettoie les centres-villes, ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, elle délocalise la pollution. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on vit tous sur la même planète. Ça, c'est la grande phrase de mon co-réalisateur Guillaume Pitron. On vit tous sur la même planète et de toute façon, on va se prendre la pollution qu'on fait à des milliers de kilomètres dans la figure un jour ou l'autre. Voilà, c'est ça la thèse du film, c'est de dire attention, c'est pas parce qu'elle a l'air propre
propre, cette transition énergétique, qu'elle est vraiment. Il y a les métaux rares, mais il n'y a pas que les métaux rares, hein. Il y a aussi les métaux abondants. On fait toute une séquence au Chili sur l'extraction du cuivre, parce que la transition énergétique, eh bien, ce sont des câbles. Il faut câbler Paris pour avoir des bornes de recharge. C'est une accélération de l'extraction du cuivre, notamment, mais aussi de tous les métaux, parce qu'une éolienne, c'est des centaines de milliers de tonnes de métaux, d'acier, de fer, d'aluminium, enfin voilà, qui sont... tonne de métaux rares par éolienne. Pour le moteur des grandes ça. éoliennes offshore, c'est à peu près 1 tonne de métaux rares, effectivement, pour faire tourner ce moteur. Et dans les voitures électriques, parce que c'est peut-être la voiture électrique, elle est devenue un peu le symbole de cette transition énergétique, cette transition écologique. Il y en a évidemment surtout dans la batterie. C'est là que ces métaux rares sont essentiels, c'est ça ? La batterie, c'est la moitié du poids du véhicule, à peu près, dans une voiture électrique. La moitié de son poids et la moitié de sa valeur. Donc, il y a du cobalt, du graphite, du lithium, évidemment. Il y avait des métaux rares dans les voitures thermiques, hein. Il y en a pour faire fonctionner les écrans. Les métaux rares sont partout sur nos écrans, ils sont là. Ils sont déjà là. Néanmoins, effectivement, vu la taille, le poids d'une batterie, on accélère l'extraction de ces métaux, enfin notamment cobalt, lithium, graphite. Et effectivement, c'est vraiment la voiture électrique qui, à la fois d'un côté, symbolise cette transition énergétique, de l'autre, qui en fait accentue la pollution et qui a vraiment un coût environnemental important. Il y a eu des rapports qui ont été faits dans les années 2000-2010 par l'ADEME notamment, l'agence, c'est un organisme gouvernemental, par des industriels à la demande de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Il y a eu des choses qui ont été faites. On n'en a pas beaucoup parlé à l'époque. Je reviens à la Chine parce que la Chine notamment, donc je le disais sur le graphite, et la Chine qui est le premier producteur mondial de métaux rares et les 2 tiers pour le graphite. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de se créer une nouvelle dépendance ? Parce qu'on est depuis des décennies dépendant des énergies fossiles et notamment du pétrole. Est-ce qu'on n'est pas en train de se créer une nouvelle dépendance ? Si, complètement. Et les Chinois, ils le disent, ils ne veulent pas se contenter de fournir de la matière première. Ils veulent remonter la chaîne des valeurs et finalement nous livrer des produits finis. La Chine, dans le monde, une voiture qui roule sur 2 dans le monde roule en Chine. Donc c'est quand même considérable. Aujourd'hui, ils sont très en avance sur nous sur la voiture électrique. Ils ont la matière première, ils ont des coûts de fabrication qui sont très bas, puisque en fait, ils font une sorte de dumping, évidemment, avec toutes ces matières premières très sensibles. Eh bien, la Chine, non seulement a la matière première, mais demain, elle va nous exporter, nous envoyer ces voitures électriques, finalement, qui auront eu l'expérience du marché chinois, qui seront très abouties et qui ne sont pas moins bien que celles qui vont être fabriquées en Europe ou qui sont fabriquées en Europe ou aux États-Unis. En Europe notamment. Donc voilà, la Chine, en fait, on est non seulement en train de se créer une nouvelle dépendance à ces nouvelles matières premières, comme vous le dites, mais ensuite, il faut faire très attention vis-à-vis de la Chine, de ne pas finalement faire ce qui s'est passé avec les panneaux solaires. Aujourd'hui, quand on achète un panneau solaire en Europe, ou en France notamment, surtout en France d'ailleurs, c'est un panneau solaire chinois, parce qu'en fait, on ne peut pas lutter contre la Chine. Oui, mais alors il se trouve que je recevais hier sur ce plateau le directeur de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. On peut aussi faire confiance au génie humain, parce que là, il y a des dizaines de chercheuses, de chercheurs qui travaillent justement sur la future génération du photovoltaïque, et on n'est pas les derniers à le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est un fait. Aujourd'hui, quand on installe un panneau solaire, il n'est pas français. Si ce film peut participer à un débat qui consiste à dire attention, alerte, il y a quand même des signaux qui sont pas tous bons sur la transition énergétique, que ce soit en termes de dépendance, comme vous l'avez dit, ou en termes d'emplois verts, parce que les emplois verts, c'est la transition énergétique, c'est à peu près 25 millions d'emplois verts dans le monde, donc c'est quand même considérable, donc il ne faut pas passer à côté. Sur les panneaux solaires, on est déjà un petit peu passé à côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer l'histoire, et puis finalement, on a perdu une bataille, peut-être qu'on gagnera la guerre. On ne dit pas du tout ça. Seulement au moment où on fait le film, le constat, il est celui-là. Est-ce que vous esquissez des solutions ? Est-ce que vous proposez des solutions on essaye, simplement... Parce que là, c'est un peu désespérant de se dire, on est en train d'inventer une transition, et puis vous nous dites, non, elle est presque pire que la précédente, quoi. Oui, mais c'est dur, c'est un constat difficile. Simplement, il faut aussi que quand on fait une transition, qu'on y réfléchisse, parce que sinon, c'est ce que dit quelqu'un dans le film, et là, c'est effectivement très désespérant. On va se retrouver dans 25 ans avec non plus le Dieselgate, mais l'Electric Gate. Donc, quelle est la solution ?
Il n'est pas du tout question de décroissance, c'est pas du tout notre point de vue, je vous l'ai dit tout à l'heure. Néanmoins, une forme de sobriété énergétique, quand même, il faut quand même qu'on réfléchisse à ça. C'est-à-dire que plus on dépense, plus on aura besoin d'énergie, plus on aura... toute activité humaine, c'est un Chinois qui dit ça dans le film, génère de la pollution et l'extraction de matières premières en génère. Donc, un peu de sobriété ne fera pas de mal. Et puis, peut-être, effectivement, que chacun prenne cette transition énergétique en main. Là, elle est dirigée par les grandes entreprises qui ont besoin de cette transition énergétique. Et puis, la science, comme vous le disiez, vous disiez tout à l'heure, n'a pas encore tout dit. Il y a un travail qui est fait sur l'utilisation de moins de matière, sur des panneaux photovoltaïques qui feraient l'épaisseur d'une feuille de papier. Et puis il y a des solutions qui sont réelles là-dessus. Néanmoins, on n'y est pas encore. Et on réfléchit à ces questions avec vous, Jean-Louis Pérez. Votre documentaire La face cachée des énergies vertes est donc à voir ce soir, 20h50, sur Arte. Tout de suite, débat autour de la taxonomie. C'est quoi la taxonomie verte ? Qu'est-ce que la taxonomie verte? Quels sont les critères pour déterminer l'impact des entreprises? On en débat tout de suite avec Fabrice Bonifay. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes le directeur développement durable et QSE qualité sécurité environnement du groupe Bouygues. Et puis avec nous en visioconférence, Émilie Alberola. Bonjour, bienvenue. Vous m'entendez bien, ça a l'air de marcher, c'est parfait. Directrice recherche et innovation chez EcoAct, vous proposez aux entreprises de les accompagner dans leur stratégie de décarbonation. Fabrice Bonifay, je commence avec vous. Vous êtes aussi, je le rappelle, le directeur du C3D, le collège des directeurs de développement durable. Un mot du thème dont on parlait juste avant, là, les métaux rares, ce documentaire issu d'un livre à succès, 100 000 exemplaires vendus. C'est vrai que cette guerre des métaux rares et ce qu'elle provoque comme pollution dans les pays où ils sont exploités, c'est quand même une limite de cette transition énergétique et écologique dont on parle tous les jours ici. Enfin, si avec la pollution, il y a aussi les problèmes des droits humains liés à l'exploitation de ces ressources. Oui, enfin, c'est l'utopie de dire, voilà, on va remplacer la croissance grise par la croissance verte et tout va aller bien. Et ce qui est dénoncé dans ce documentaire que je n'ai pas vu, mais j'ai vu le bouquin de Pitron et celui de Biwix, l'âge des low-tech, qui dit la même chose. En fait, les énergies fossiles ont cette capacité à être directement utilisables une fois qu'on les a extraites, alors que les énergies renouvelables, il faut déjà fabriquer un système de production pour qu'elles produisent ensuite une énergie exploitable par des machines. Et la fabrication des systèmes de production ENR, donc les éoliennes, les panneaux solaires, requiert énormément de matières premières. Et ces fameuses terres rares dont on a besoin pour les batteries, etc. Et donc, de croire qu'on va pouvoir remplacer ces énergies fossiles par ces énergies vertes d'une façon infinie, c'est juste là aussi une grosse utopie, ça ne marchera pas comme ça. Ce qui milite pour qu'on commence à s'intéresser vraiment sérieusement à des modèles beaucoup plus sobres. Et je pense qu'on va y revenir. Oui, on va y revenir. D'où l'idée de la taxonomie, d'ailleurs. Alors justement, c'est quoi la taxonomie verte? J'avoue humblement avoir découvert le terme en préparant cette émission. C'est quoi? En fait, l'idée de l'Europe, c'est de dire, voilà, il y a des business qu'il faut privilégier parce qu'ils vont dans le sens de l'histoire de la transition écologique, puis il y a des business qu'il va falloir ralentir. Et rien que de tel pour ça que de flécher des flux financiers vers les bonnes cases. Donc pour ça, il faut faire une nomenclature. C'est-à-dire qu'il y a des business qui doivent continuer de vivre, et puis il y en a d'autres qu'il va falloir moins aider pour les faire petit à petit disparaître, parce que c'est ceux qui ont le plus d'impact négatif sur l'environnement. Donc on démarre par une classification. La taxonomie, c'est une classification. C'est une classification. Voilà, il y a des business qui vont continuer d'être bien vus par la Commission européenne et dans lesquels on va injecter de l'argent pour que ces business puissent se développer. On va parler des énergies vertes, mais on va peut-être surtout parler des économies d'énergie, donc la rénovation énergétique des bâtiments, qui est bien plus efficace. L'économie circulaire. L'économie circulaire, dans certaines conditions, le réemploi. Donc ça peut être aidé. Et puis, il y a d'autres business qui, clairement, ne rentrent pas dans les bonnes cases. Et là, ces business-là ne vont pas bénéficier à la fois de subventions, mais aussi d'aides européennes en matière de régulation, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi des autorisations, il y a des seuils qui vont être plus sévères pour les business qui vont être considérés comme en dehors de la taxonomie verte. Émilie Alberola, concrètement, déjà ça démarre en 2022, c'est ça, et comment ça peut se mettre en place, notamment sur ces flux financiers, c'est de ça dont on peut parler avec vous. Oui, tout à fait. Donc la taxonomie sera effective au 1er janvier 2022.
après 4 années de travail, puisque c'est en mai 2018 que la Commission européenne a proposé son premier règlement. À l'heure actuelle même, on a une consultation sur les critères d'éligibilité. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure totalement d'avoir une vision claire sur tous les critères, sur l'ensemble des activités. Taxonomie, ça couvre 70 activités économiques qui correspondent à un peu plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre au niveau européen. Et donc concrètement, un investisseur, à partir du 1er janvier 2022, va pouvoir qualifier la durabilité de ces activités en se basant justement sur les critères qualitatifs, quantitatifs fournis par cette taxonomie. Donc concrètement, par exemple, sur la production d'électricité, la taxonomie indique le critère de 100 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure produit. Et à partir de là, l'investisseur va pouvoir se dire « oui, j'investis dans une activité compatible avec la taxonomie ». Alors comme le mentionnait Fabrice juste avant, les activités vont être réparties en trois catégories. On a des activités qui sont d'ores et déjà compatibles avec la neutralité carbone. C'est bien l'objectif final de cette taxonomie, viser la neutralité carbone de l'Union européenne à 2050. Alors ça peut être par exemple les énergies renouvelables, vous en avez parlé, ça peut être des activités d'afforestation, ça peut être certains transports qui sont déjà à zéro carbone. On a des activités qui contribuent à la transition et qui sont aujourd'hui pas encore totalement décarbonées, mais qu'on va conduire dans cette transition à travers des seuils à respecter qui vont être révisés sans doute de manière croissante pour être plus exigeants. Tous les 3 ans, puisque cette taxonomie va être révisée tous les 3 ans. Et puis on a des activités qu'on ne sait déjà pas compatibles avec la neutralité carbone, mais pour autant qui vont être nécessaires durant cette transition et donc qui vont permettre de verdir progressivement nos économies. Ça va être par exemple le cas d'une usine de fabrication, on en parlait tout à l'heure avec les métaux lourds, mais de fabrication d'une usine d'éolienne, par exemple. Ok, voilà. alors, donc là, on a vraiment bien posé le décor. Fabrice Bonifay, ça suppose quand même une adaptation des entreprises à cette classification-là qui est mise en place par l'Europe. Et puis là, je vous entends, ça veut dire aussi qu'il y a des secteurs qui vont plus être financés, qui sont appelés à disparaître. C'est ça l'objectif ? Écoutez, les énergies fossiles, ça va disparaître de tout art, qu'on le veuille ou non, de toute manière. Qu'on le veuille ou non, si on va trop vite pour les brûler, ça va être catastrophique pour l'humanité. Si on met plus de temps, si on étale ce qui reste dans les décennies, les siècles à venir, on pourra peut-être préserver le climat et laisser la nature épurer elle-même le surcroît de CO2 émis pendant des décennies de l'ère industrielle sans limite. Donc oui, il y a des business qui vont être amenés à disparaître, c'est évident. Donc les business qui sont trop émetteurs de gaz à effet de serre, ceux-là, il faut absolument les faire disparaître le plus vite possible. C'est une question de survie de l'humanité. Donc le but de cette taxonomie, c'est de flécher les investissements. C'est clairement ça. Et de faire en sorte que les investisseurs puissent avoir dans leur portefeuille d'entreprises, des entreprises qui travaillent sur des solutions et qui promeuvent en fait des produits qui sont compatibles avec la préservation du climat. Parce que c'est quand même ça le premier enjeu. Donc, c'est pas à moi de dire quels sont les business qui vont mourir, ceux qui vont survivre, mais on voit bien à quoi on pense. Il y a certains types de transport, certains types de production d'énergie. Quand on produit de l'énergie électrique avec du charbon, est-ce que ça va rentrer dans la taxonomie verte ? Non. Donc, les pays qui ont ce type d'infrastructure doivent quand même sérieusement réfléchir à des alternatives. Oui, je prends l'aéronautique. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, l'avion solaire, il ne transporte pas de passagers et on n'est pas sûr qu'il y arrivera. Alors, il y a des avions hybrides qui sont évidemment en réflexion, il y a des avions à hydrogène qui sont en réflexion, mais bon. Enfin, à court terme, tout ça, c'est pas comme ça que ça... C'est certainement l'aéronautique le secteur le plus compliqué parce qu'il n'y a pas de solution alternative technologique. Dans tous les autres secteurs, sans exception, l'agriculture, le BTP, le textile, il y a des solutions de substitution qui sont efficaces et c'est ces solutions qu'il faut pouvoir promouvoir tout de suite. Émilie Ablerola, est-ce qu'il y a beaucoup de bénéfices à attendre pour les acteurs de la finance de cette nouvelle classification ? L'idée initiale, c'est de mettre au clair justement tout le flou qu'il peut avoir à travers cette question de durabilité, cette question du vert, des nuances de vert qu'on peut avoir. Donc pour les investisseurs, l'objectif final, c'est justement d'avoir des critères sur lesquels s'appuyer pour valider la durabilité ou non des activités dans lesquelles ils investissent, des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et du côté des entreprises, il y a aussi des bénéfices, c'est justement de pouvoir promouvoir les engagements, les activités qu'elles ont
pour justifier qu'elle soit bien compatible avec la neutralité carbone. Donc les investisseurs vont fortement s'appuyer justement sur cette classification, sur ces critères. Ça va les encourager aussi à pouvoir avoir un dialogue plus consistant avec les entreprises, puisqu'ils ont aussi ce rôle de pouvoir les inciter à favoriser cette transition dans leur choix. Ils vont pouvoir être aussi plus transparents vis-à-vis de leurs clients dans les produits financiers qu'ils proposent. Aujourd'hui, on a des fonds verts, des fonds ESG, des fonds climat. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que les entreprises sont vraiment contributives à la transition énergétique? La taxonomie devra réellement aider les investisseurs à y voir plus clair, à être plus transparents. Et puis par ailleurs, les États aussi, l'Union européenne prépare de nouvelles réglementations pour lesquelles ils vont pouvoir aussi s'appuyer sur la taxonomie pour pouvoir clarifier certains points. Donc l'Union européenne travaille prochainement un standard de labellisation des green bonds, donc des émissions, des obligations vertes, et va pouvoir s'appuyer sur la taxonomie pour véritablement valider la durabilité des activités dans lesquelles on investisse. Donc on a bien compris, Fabrice Bonifay, quel était l'outil, comment il allait fonctionner. Des limites, il nous reste un peu plus d'une minute. Ce serait quoi pour vous la limite principale? La limite, c'est la qualification entre ce qui est vert et pas vert. Une autre limite, c'est le problème des effets rebonds. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des activités qui sont plus compatibles, mais si c'est tellement efficace qu'on l'utilise énormément, ce qu'on aura corrigé d'un côté, on va le perdre de l'autre par l'effet volume. Donc c'est pas simple comme approche. Mais en ce qui nous concerne, nous, par exemple, pour l'exemple de Bouygues, on voit bien que le sens de l'histoire, pour des grands constructeurs, ça va certainement travailler plus sur la rénovation des bâtiments, de travailler plus sur des bâtiments plus hybrides, avec plusieurs usages, c'est-à-dire un usage diurne et un usage nocturne, par exemple, pour certains espaces, de manière à ce qu'on puisse améliorer ce qu'on appelle l'intensité d'usage, faire en sorte que les bâtiments soient plus utilisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Souvent, ils sont mono-utilisateurs, demain, ils seront probablement pluri-utilisateurs. Donc, ça change un peu notre façon de concevoir, de construire, d'exploiter, pour aller dans le sens de ce que la taxonomie requiert. Et je pense que c'est plutôt, une bonne initiative. Mais bon courage pour mettre en place les éléments qui vont permettre de faire cette qualification, parce que cette classification, elle est très complexe. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Émilie Alberola et également d'avoir participé à ces débats. C'est tout de suite, c'est la bonne idée du jour, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, tous les jours, une start-up en pleine lumière. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Greenly. Bonjour Alexis Normand. Enchanté, bonjour. Bienvenue, vous êtes le PDG de Greenly. C'est une appli lancée il y a un an tout juste qui nous permet donc de calculer notre empreinte carbone, c'est ça ? Absolument, c'est une appli et aussi un logiciel pour les entreprises pour automatiser le suivi de l'empreinte carbone en se synchronisant au compte bancaire. Et donc on analyse toutes les données de paiement, on détermine ce qu'il y a derrière, on applique des facteurs de conversion et on vous fait un bilan personnel ou entreprise. C'est valable pour tous les achats qu'on peut faire, toute la consommation humaine d'une certaine façon? Alors bien sûr, en fait, nous ce qu'on voulait c'était vraiment créer des tableaux de bord qui aident à changer de comportement et donc il fallait trouver une façon d'automatiser, d'avoir une vue complète finalement de votre impact économique mais du coup aussi écologique. Et donc ça couvre en gros tous les postes de pollution d'un particulier ou d'une entreprise, que ce soit dans les transports, l'alimentation, la consommation, le logement. Tout passe par des factures. Après, c'est très précis sur certains postes et d'autres, il faut poser quelques questions supplémentaires. Oui, alors justement, c'est cette question des critères d'évaluation, on voit bien pendant toute cette émission qu'elle est vraiment au cœur de la transition énergétique. On a vu la question des métaux rares en ouverture. Là, on parlait de la classification européenne, la taxonomie verte pour classer les entreprises en fonction de leur impact environnemental. Sur quels critères vous basez? J'ai bien compris que ça fonctionnait avec le compte bancaire, etc. Mais il y a des achats sur lesquels c'est subtil. Bien sûr. Alors, déjà, il faut un peu avoir en tête ce que c'est que l'empreinte carbone d'un Français. C'est à peu près 12 tonnes de CO2 par an, 6 tonnes produits en France, 6 tonnes par vos achats, les importations, en fait. Et là-dessus, un tiers, c'est les transports. Donc ça, c'est assez facile de récupérer des factures d'essence, des factures de train, des factures d'avion, et on connaît en moyenne l'impact carbone d'1 euro d'essence, d'1 euro de train, etc. Okay. Donc là, vous avez un quart, un tiers.
Après, vous avez le logement. Donc, typiquement, c'est votre facture de gaz, d'électricité, d'eau. Et là aussi, on connaît l'impact carbone d'un kilowattheure et le prix d'un kilowattheure. Donc ça s'automatise très bien. Ouais. Donc là, vous avez couvert déjà la moitié Ok. de l'empreinte carbone d'une personne. Alors, sur quoi c'est compliqué? Alors, c'est un peu plus compliqué, en effet, sur les biens d'alimentation, Ouais. sur les biens d'achat de biens et de services. Sur les services, ça marche assez bien aussi. Par exemple, si vous demandez quel est l'impact carbone de mes 20 euros d'abonnement Internet ou téléphonique par mois, ou de mes 10 euros chez Netflix, OCS, etc., eh bien, en fait, c'est la contribution de votre achat à l'empreinte carbone de cette entreprise. Donc, mes 10 euros, c'est Netflix. C'est 10 euros multipliés par l'empreinte carbone totale de Netflix, divisé par le chiffre d'affaires de Netflix. Chaque entreprise a un ratio monétaire. Donc là, vous avez encore récupéré 20% de l'empreinte carbone des personnes. Puis il vous reste 30% où c'est un peu plus subtil, où là, il faut avoir des informations sur le profil de l'utilisateur. Donc par exemple, votre alimentation, c'est typiquement 20% de votre empreinte carbone. Mais effectivement, sur votre relevé bancaire, notre appli, c'est pas ce que vous avez acheté chez Carrefour. En revanche, je peux vous demander une fois, et une seule fois, de me dire dans l'appli, est-ce que vous êtes vegan? Est-ce que vous mangez beaucoup de viande? Et en réalité, la moitié de l'empreinte carbone de l'alimentation, c'est la viande. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est avoir votre moyenne d'achat chez tel fournisseur, et peut-être que Carrefour n'a pas la même empreinte carbone que Naturalia. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve le meilleur compromis possible entre automatisation, et précision. Et il y a certains postes où on est un peu moins précis, mais on comble cette imprécision en posant des questions. Et ce qui compte à la fin, c'est que vous compreniez ce qui influence votre empreinte carbone, et puis que vous sachiez agir, recevoir des conseils, valoriser vos bonnes actions. Et donc ça aussi, une fois qu'on a ces infos, on l'automatise. Alors, on vous ouvre notre compte bancaire, donc ça suppose un lien de confiance. Comment vous le garantissez, ce lien de confiance? Alors absolument. Bon, d'abord, toutes les données sont hébergées en France. On respecte le règlement général pour la protection des données. On utilise une technologie en fait assez récente qui est l'agrégation bancaire. Donc on passe par des sociétés comme Linkso, Oxlin, c'est les mêmes technologies que Banking, Tink. Et donc, en fait, c'est des technos agréés Banque de France qui autorisent un utilisateur à partager ses données bancaires avec Greenly. Il faut savoir que c'est un mouvement qui est encouragé par l'Europe. La directive DSP2 a dit maintenant, en fait, vos données bancaires vous appartiennent, vous en faites ce que vous voulez. Okay. Dernier mot. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour évaluer votre empreinte carbone. Et ben voilà, merci beaucoup Alexis Normand, bon vent à Greenly. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h, midi, 20h30 sur Bismart, évidemment. Salut à tous. Merci beaucoup.